Du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey G! Alors, nous sommes samedi le 24 mai 2014. Effectivement. Yes, et bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Alors, Éric Lajoie avec vous, accompagné de ses deux fidèles comparses qui ont été nommés dans l'introduction, c'est-à-dire Simon Boucher. Effectivement, c'est mon nom jusqu'à preuve du contraire. Et à la mise en onde, derrière l'aquarium, le seul, l'unique, le légendaire, le pratiquement de trop, Mikey G. Ben oui, tellement de trop que mon nom a été dit en stéréo aujourd'hui. C'est capoté, hein? C'est malade. Trop, c'est le nouveau passé. Ouais. Si jamais les bonnes vieilles radios FM pouvaient être du 7.1, on aurait probablement détruit des cerveaux. Effectivement. Quoique c'est ce qu'on fait sur une base hebdomadaire, mais peu importe. Souvent le nôtre. Souvent le nôtre. Donc ça, c'est déjà fait. Donc vous allez entendre trois beaux brain dead qui vont vous expliquer les actualités geeks de la semaine. Donc Mikey, sans plus attendre. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Cerveau. Simon. Qu'est-ce qui s'est passé des nouvelles de la semaine? Plein de choses. Oh, ok. J'ai toujours plein de choses. Même si cette semaine, mon sac infini de nouvelles est extrêmement pas profond, j'ai plein de choses. Cool. Donc, tu vas y aller par la qualité plutôt que la quantité? On va dire ça. Est-ce que j'ai mis un petit peu de pression sur notre co-animateur? Oh non, pas tant que ça. On va prendre ça relax. Je vous ai souvent parlé, j'aime vous parler de trucs de l'espace. Puis je pense qu'avant les fêtes ou durant la période des fêtes, je vous parlais, il y avait plein de compagnies où c'était même l'été passé. On va aller miner des astéroïdes. On va aller faire des choses des astéroïdes qui impliquent obtenir des ressources naturelles d'une valeur inestimable parce que la Chine ne veut plus nous les donner. Bon. J'ai dit des choses de ce genre-là. Okay. Je criais peut-être un peu moins. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces compagnies-là qui ne sont toujours pas en train de miner des astéroïdes? Parce que, anyway, c'est pas supposé être en 2015-2016. Ben, ça a déjà commencé à s'effondrer sur eux-mêmes. Ah, pour vrai? Bon, une des compagnies de Silicon Valley qui avait beaucoup de financement justement par les grosses élites dans le secteur de la technologie, qui s'appelait, dans le fond, voit plus maintenant... ils veulent plus commencer à créer des dépôts de carburant orbitaux, puis tu sais des choses, se créer une banlieue spatiale. Tu sais, le port de Québec, il y avait des gros cylindres de gaz, mais on va en mettre dans l'espace. C'est triste. Un Neuchâtel interstellaire. Exactement. Mais quand vous allez à Lévis puis on regarde la raffinerie d'Ultramar, c'est Ultramar, je pense? Peu importe. La raffinerie de pétrole, la nuit, les tours de métal puis les lumières, on dirait une ville du futur. Fait que déjà, si ce serait quelque chose du genre dans l'espace, ça lookerait quand même un petit peu. Ouais, c'est sûr. Mais finalement, c'est ça. Planetary Resource déjà commencé à baisser ses visions et ses ambitions du futur. Wow. Donc, on commence avec un petit... Permettez-moi. Oh, j'aime ça, le bon timing. Donc, oui, suite à ce triste trombone, qu'est-ce qu'on a pour la suite? OK, tu t'as inventé le Segway. Vous savez c'est quoi le Segway? C'est une barre avec deux roues puis un genre de manche à balai, puis en utilisant des gyroscopes, ça détecte l'inclinaison de ton corps, puis les moteurs électriques te font aller dans une direction. Effectivement. Ouais, bon. Qu'est-ce que tu fais après avoir inventé le Segway? Le Segway volant? Yeah. Je sais pas. Ben, la chose la plus simple du monde, tu fais une prothèse articulée robot contrôlée par l'esprit. Ok, excuse-moi, ça la prochaine étape. Je me sens ridicule de pas y avoir pensé. Ben, je comprends. Donc, le créateur du Segway vient juste de faire approuver par le FDA, le Food and Drug Administration, qui gère tout ce qui est des trucs médicaux aussi jusqu'à un certain point. C'est des prothèses qui, s'attachent au bras ou à l'endroit que ton membre a été coupé. Puis grâce à des liens avec les terminaisons nerveuses et puis des capteurs au niveau de la tête, est capable d'extrapoler
les anciens envois neurotiques puis électriques qui allaient chercher les anciennes commandes vers tes bras. Neural. Non, neurotique. Okay. Et le tout, non, c'est neural, effectivement. Et le tout permet de contrôler un bras que tu ne possèdes pas. Donc, ton bras fantôme est en plastique clair, givré, donc fantomatique jusqu'à un certain point. Mais c'est quand même très précis. Le gars arrive à quand même prendre une bouteille d'eau en plastique sans qu'elle s'écrase. Oui, t'as un contrôle sur la pression, t'as un contrôle sur le mouvement général des doigts. C'est pas encore aussi cool que dans les films de science-fiction, mais ça s'en vient là. Ça s'en vient. Oui. Hey, en tout cas... mais est-ce que t'avais vu le film iRobot avec Will Smith? Ben oui. Ben, les gens de robots blancs, là, c'est un genre les iBots, là, qui ressemblent à des iPods qui marchent. Ouais, exactement. Ben, c'est un genre de fini comme ça que le bras a. Okay. Donc, c'est blanc givré. Ça fait albino cybernétique, mais ça marche très bien. Ben, sur cette belle transition, si je traduis en anglais, nice segue. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les geektualités? Oui, je me promène. Hey, on partit encore de machines bizarres? Oui, on parlait de belle transition, donc allons-y. OK. Hey, j'ai quelque chose pour ça. Vas-y. Chronique Gadget! Et là qui va là? Ça va être la joie! Oh, on peut considérer ça une chronique gadget, Simon? On peut dire! C'est un petit vidéo que j'allais vous mettre sur la page Facebook plus tard en journée parce que présentement, à la station, la connectivité Zap ne marche pas présentement, donc je ne peux pas accéder à Facebook. Mais c'est un inventeur qui s'appelle Colin Furze qui a fabriqué une poussette à bébé qui va à 50 000 à l'heure. Puis qui avait fait une vidéo qui avait été vue récemment, qui s'avait fait un genre d'armure de bras qui permettait de sortir des griffes à la Wolverine. Okay. Et puis là, il vient de se faire des souliers magnétiques qui lui permettent de marcher la tête en bas au plafond si le plafond est recouvert de métal. Bien entendu. Donc, c'est des grosses bottes avec une semelle de 3 pouces d'épais, d'électroaimant et de tout le gadget, et des petites poignées avec des boutons pour arrêter l'électroaimant, réactiver l'électroaimant. Donc, c'est pas automatique, mais à chacun de tes pas, ben, il se libère le pied, il le met ailleurs. Il se libère le pied, il le met ailleurs, et ça lui permet de marcher la tête en bas sur une poutre de métal. On a un commentaire de Abe Simpson ici. Et des plans pour qu'il pogne le cancer du pied, ce gars-là. Ouais, oui. Mais non seulement ça, mais avec des chaussures de 3 pouces de semelle, il est à une épaule spikée de jouer dans Kiss. Mais non, mais c'est intéressant, mais c'est vraiment pas utile. C'est pas ça le point, Eric. À quoi? Ta pertinence, tu la laisses au vestiaire. Ok, c'est correct. Mais j'ai pas vu beaucoup de plafonds métalliques dans ma vie, là. C'est parce que ces chaussures-là étaient pas inventées. Ouais, et puis moi, je joue assez de jeux vidéo pour savoir que dans le futur, tous les murs et les plafonds et les planchers sont en métal. Ça va y prendre un entraînement spécial pour faire des triple jumps, puis ouais, ça va bien. Oui, ça va très bien. Bon. Sinon. Oui! On va continuer la chronique gadget. Avec. C'est pas vraiment un gadget. Je veux dire, ça va être le début de la fin. Fait que qu'est-ce que j'ai parlé un petit peu en début d'émission? J'ai parlé de technologie spatiale. J'ai parlé de prothèses robotiques. Ouais, de belle transition. Qu'est-ce que tu prends ces deux choses-là, puis t'es frottes ensemble assez longtemps? Qu'est-ce que tu fabriques? Des robots spatials. Effectivement. Oh, Mikey's on fire! Donc, présentement, la station spatiale, ils ont des problèmes avec certains équipements. Et ils vont utiliser 2 appareils. Le Dextre, qui est un robot réparateur avec plusieurs bras articulés. J'ai les nombres exacts, je vais vous les sortir un petit peu plus tard. Mais c'est un robot fait pour manipuler et réparer des choses. Et le bras canadien. Bon, le bras canadien a des problèmes avec certaines caméras installées sur lui. Et les 2 robots vont être programmés pour se réparer l'un et l'autre et travailler ensemble pour faire le déplacement et retirer la caméra, l'installer à un endroit moins critique, aller chercher une nouvelle caméra dans le sas, le réinstaller où l'ancienne était là, retirer l'autre caméra brisée et aller le remettre dans le sas. Et ça uniquement fait par des robots. Des robots qui guérissent d'autres robots dans l'espace. Est-ce que vous imaginez comment ce que ça implique? Lentement, en cachette, ils vont commencer à voler des petits morceaux de station spatiale, puis des petits morceaux de navettes spatiales, puis ils vont se construire un rayon de la mort. Ou vu que c'est 2 bras. Tu brûles des étapes, Simon, là. C'est tes 2 bras, fait que nous, vont se construire 2 jambes. Après ça, ils vont construire un torse. Après ça, ils vont être dans l'espace, perdus, tout seuls, humanoïdes. Ouais, ils vont faire un Gundam. Ah, oui! Puis avec là, avec 2 bras canadiens? Oui, puis là, ça va mal parce que avec les pressions de la Russie à cause de ce qui se passe vraiment en Ukraine puis tout ça, les États-Unis vont perdre leurs accès à la station spatiale dans les prochaines dizaines d'années. OK.
Qu'est-ce qui se passe? Ben, des robots dans l'espace qu'on peut pas rien faire contre. Et voilà. Je viens de l'annoncer, mesdames et messieurs. La prophétie. Grâce aux sanctions internationales de la Russie, nous allons laisser des robots qui vont s'auto-réparer et s'auto-transformer dans l'espace et éventuellement, ils vont tout simplement faire une blocade spatiale autour de notre planète et nous n'irons jamais dans le cosmos. Scénario le plus pessimiste, je le conviens. J'ai hâte de voir. Donc, non, mais tu sais, un gars curieux, peu importe le sort qui lui est réservé, il est quand même curieux de voir ce qui va arriver. Ben oui. Je me sens comme ça. Donc, autre chose. Je voulais juste vous donner le nombre de petits endroits articulés sur le dextre, mais bon, je l'ai pas avec moi, donc c'est dommage. Comme je vous dis, je suis légèrement coupé de mon internet aujourd'hui, donc j'ai beaucoup de douleur dans mon petit cœur. Triste. Oui. On continue dans les gadgets. On continue dans les gadgets encore? Une dernière chose. Okay. Vous avez peut-être vu dans les abribus, là, Samsung a commencé à faire de la grosse pub agressive pour dire, hey, une montre qui lit les emails, c'est super cool. Ouais. Alors que, présentement, ces appareils-là, les emails sur ta montre fonctionnent seulement si tu utilises certains logiciels avec certains trucs extrêmement limités. Mais bon. De toute façon, il n'y a plus personne qui porte une montre, sauf si c'est un bijou ou si t'es vieux. Et moi, je suis dans la deuxième catégorie. Effectivement. Okay. Donc, Samsung va continuer à son lancée sur les montres en créant des montres qui ont maintenant des cartes SIM à l'intérieur. Qu'est-ce que ça implique? Ils ont plus besoin d'être attachés à un cellulaire. Ah. Fait que la montre de Dick Tracy, qui va uniquement être une montre et non pas un genre de bras attaché par Bluetooth à un cellulaire pas loin, ben, ça en vient. Tu vas pouvoir faire tes appels sur ton poignet. Tu vas pouvoir checker tes emails sur ton poignet. Ben, c'est comme Sophie, justement, dans Inspecteur Gadget, avec sa petite montre qui permettait de faire des... oui. Est-ce qu'on revient Inspecteur Gadget? T'as pas de nouvelles sur Inspecteur Gadget? Non, mais je veux dire, c'est c'est vrai, le thème de la chronique Gadget. C'est le fun, ça a fait une belle boucle. On vient de boucler la boucle. Wow, ben là, je pense que la seule façon de conclure, c'est y aller musicalement. Ben oui. Tout à fait. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1, fournie par moi-même. J'ai commencé un jeu que j'avais downloadé il y a quelques semaines sur Steam qui s'appelle The Binding of Isaac. Bienvenue en 2007. Je sais, ça fait longtemps que c'est sorti. Non, je pense 2011 ou 2012. Oui, je sais, j'exagère. Laurent en avait parlé, Maître Maheu en avait parlé il y a quelques émissions l'an dernier, je pense. Dans les jeux indépendants, c'est pour ceux qui n'ont pas encore joué, écoute, pour le prix qu'il vaut, c'est même pas $10, toutes les extensions, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. C'est les donjons de Zelda en mieux. OK. Puis avec un thème louche et semi-anti-religieux. Ouais, c'est ça, avec un thème super glauque. Et j'ai pris un extrait de la trame musicale qui est composé par Danny Baranowski, celui qui avait composé également la trame sonore de Super Meat Boy. Qu'on avait joué un extrait il y a quelques semaines. C'est un petit peu la même gang, là. Team Meat, Binding of Isaac, c'est j'ai oublié ça, Macmillan qui fait ça aussi. J'attends leur prochain jeu avec impatience. Mewgenics. Tu prends des chats, t'es frottes sur d'autres chats, puis tu fais du breeding de chats pour essayer de créer des chats avec des caractéristiques pour soit faire des concours de beauté ou des concours de combat. Puis en plus, t'as des avantages à faire de l'entreposage massif et obsessif d'items dans ta maison, puis à forcer de la reproduction de chats louches avec d'autres chats louches et incluant leurs enfants. Attention, Simon, tu répètes ce mot-là une autre fois, puis je pars le thème. Non, ok, c'est correct. Bon. Chat. Non. Le maître a parlé, je peux pas le faire. Non, c'est pas un thème chat, là, c'est un thème musical. C'est ça. Partez la toune, c'est moi qui ai dit. Donc, on va y aller avec le thème que vous entendez quand vous débutez une partie. Dans le fond, ça s'appelle Sacrificial de Daniel Baranowski de la trame sonore de Binding of Isaac et on vous revient tout de suite après au Geek Contre-Attaque.
C'était Sacrificial de Dan Baranowski, de la trame sonore de Binding of Isaac. Excellent jeu disponible sur Steam. La plus grande perte de temps de l'univers. Moi, il est genre très proche de FTL, qui est une perte de temps incroyablement cool. Ah, écoute, moi, je probablement qu'il va battre Peggle dans mon Steam account. Et Peggle, j'ai joué, là. J'ai joué beaucoup trop à Peggle. Ah, t'as-tu vu l'expérience qu'on vient de faire en Indonésie? C'est-à-dire? Un Peggle free-to-play, où est-ce que tes balles, quand t'as atteint une certaine quantité, ben, il faut que t'attendes ou que tu payes pour en avoir d'autres. Oh non, Ok, mais C'est pas une version officielle, c'est un test que Electronic Arts sont en train de faire à propos de Peggle, mais ils ont pris tout ce qui était pas correct puis ils l'ont appliqué. Et pour le noob que je suis, Peggle, c'est... Ok, tu te rappelles, t'as une grille avec des petits points. C'est un genre de jeu que t'avais des fois dans le Price is Right, des choses comme ça. Tu fais tomber des plinko. Bon, c'est ça. C'est des choses comme ça. T'as un canon à une bille, puis tu fais voler la bille sur des pegs, donc des petites boules. Puis une fois que t'es touches, ils disparaissent. Le but, c'est de faire disparaître toutes les pegs d'une couleur spécifique en faisant le plus de points et en essayant de rattraper ta balle qui tombe en bas dans un genre de ramasse-balle automatique qui se promène à gauche puis à droite. Puis t'as des super pouvoirs donnés par des licornes puis des hiboux. Ok. C'est vraiment... C'est de la drogue. La seule chose que tu fais, c'est que tu orientes la balle puis tu pitch. Un peu l'inverse de Bust a Move, si tu te souviens de ça. Oui, mais t'es à l'inverse dans l'écran. C'est ça. Et une fois que c'est fait, tu regardes ça aller. Mais je dis, là, c'est vraiment de la... Quand tu finis un tableau, tu ramasses la dernière petite peg, l'hymne à la joie part. Ouais. 200 millions de décibels. Le son a été crinqué. T'as des arcs-en-ciel partout, pis des feux d'artifice, puis t'as l'hymne à la joie qui sort de façon tonitruante de tous tes speakers de système de son. C'est complètement malsain. C'est du crack de gamer. Donc, Peggle, P-E-G-L? P-E-G-G-L. P-E-G-G-L. T'as Peggle Deluxe et Peggle Knights. Puis Peggle 2, qui est présentement uniquement disponible sur la Xbox One et la 360. Effectivement. Et voilà, on vient d'être votre pusher de jeux pour à peu près les... Il y a aussi mobile en passant, si vous voulez ça, sur la route. Si tu veux le meilleur exemple pour le comparer, c'est l'équivalent de solitaire pour certaines personnes. C'est le genre de jeu qui est basic, mais tu peux pas t'empêcher de jouer quand tu commences. Bon. Moi, c'est pas solitaire, c'est Free Cell, mais ça, c'est un autre de mes problèmes. C'est un déviant. Ouais, ça, c'est une de mes déviances que je devrais faire traiter, là, parce que Free Cell, je veux dire, mon account de Free Cell sur mon ordi, d'avant, ok, pas mon neuf, là, avait au-dessus de 1000 parties avec aucune défaite. Je suis craqué sur Free Cell. J'aime ça, Free Cell. Ouais. C'est ça. Fait que bon, j'écoute des podcasts là-dessus, puis je joue à Free Cell pendant ce temps-là. On t'accepte. Puis à cette heure, c'est des Rubik Cube, fait que go figure. Ben, okay. Parce que oui, je vais en parler au Geek Contre-Attaque à un moment donné. Je suis rendu à 5 Rubik Cube, j'ai commencé ça en avril, et j'essaie de dropper mon temps en bas d'une minute. Une fois que ça va être fait, j'en parlerai au Geek Contre-Attaque. Donc, à suivre. Oui! T'as l'air de me regarder soit avec la tristesse de quelqu'un qui a pas qui a hâte, mais en même temps pas hâte de parler de ses obsessions de cubes Rubik, et en même temps qui dit, Simon, peux-tu enchaîner s'il te plaît que je parle pas de mes cubes Rubik? Oui, c'est ça. Ok, oui, il a dit oui, c'est ça pour ceux-là qui ont pas entendu. Eric fouiné comme une petite souris. Un peu de A et un peu de B. Bon, j'ai 2 sujets pour vous autres. On va regarder par lequel vous voulez continuer. Est-ce que vous voulez qu'on parle de Donjons et Dragons ou on parle de Kickstarter? Si on parle de Donjons Dragons, on aurait un thème le fun pour ça. On a un... Oui, on a... Ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti. Hein? Ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti, donc Donjons Dragons, mesdames et messieurs. Parlons donc de Donjons et... Chronique Dragon! Fallait que je me lève debout pour celle-là. Eh bien, Furoda, mon ami, Furoda. Fusroda. Ah, j'ai pas l'accent, désolé. Non, c'est pas grave. Hey, j'étais à ma 150e heure de Skyrim modé, fait que là, ça a fait du bien d'entendre ça, là. Donc, Chronique Dragon, de quoi tu nous parles précisément? J'ai 2 choses pour Donjons et Dragons. On pourrait parler brièvement, très très brièvement, parce que j'ai pas beaucoup de détails quand même là-dessus, mais pour ceux qui le savent pas, il y a une nouvelle édition de Donjons et Dragons qui s'en vient. Oh! Oui. Nouvelle édition, est-ce que c'est une nouvelle édition qui est toujours sur le Divine System ou on va aller avec un nouveau mode de jeu? Y a-t-il des changements dans le règlement, etc.? Oui, parce que chaque édition amène des nouvelles choses ici. Je fais juste... là, je voulais qu'on... Ah, voilà, c'est la première chose dans ma liste. Bon, ça, on en avait déjà parlé un petit peu. On en avait eu une invitée, il devait très longtemps, qui nous avait nous en parlé un petit peu, qui bêta-testait Donjons et Dragons. Ben, on arrive à la sortie. OK. Donc, juste brièvement, la nouvelle édition qui, elle, est... On pourrait appeler
un reboot jusqu'à un certain point parce que c'est pas Donjons et Dragons édition 6, édition 5, édition 5, 6. Bon, c'est simplement Donjons et Dragons qui va être écrit sur les boîtes. Okay. Ils ont gardé le symbole E avec un dragon, mais c'est maintenant le Donjon et Dragons des grosses lettres rouges gothiques. Ça vient vraiment rechercher un peu le style des anciens. Les nouvelles boîtes vont beaucoup chercher le look des anciens kits de Donjons et Dragons. Les premiers, les basics, là. Basic Edition, pas Advance. Non, c'est Dungeons and Dragons, dans lequel être un elfe était un emploi. Ouais. Tu faut être un magicien, un barbare ou un elfe. C'était une job. Ouais. À temps plein. Continue. Bon. Ils vont bon. Donjons et Dragons. Ben, qui dit Donjons et Dragons dit, oui, on va sortir une tonne de livres trop chers, petit peu par petit peu. Ben oui. Bon. 15 juillet, ils vont sortir le Dungeons and Dragons Starter Set. C'est le kit de départ. Ça vient qu'une petite aventure, tout ce qu'il faut pour te faire un personnage et les règles de base. Ça vient même pas qu'un set de dés. Ils sont rendus cheap. Peut-être. Là, j'ai pas ces détails-là. De toute façon, c'était pas tes dés rendus là. Non, c'est ça. Mais tu sais, quelqu'un qui commence. Mais en gros, cette nouvelle édition-là va rechercher un petit peu des meilleures choses des anciennes éditions et sont allés chercher beaucoup de tests de jouabilité avec des vrais utilisateurs. Au lieu de tout s'enfermer des designers de jeux dans une pièce puis écrire un Donjon et Dragon, ils ont été chercher du feedback. Parce que la dernière édition, autant que je l'aimais pour certains trucs, ça faisait des combats très dynamiques, ça coupait tout ce qui était hors combat drastiquement. Ouais, okay. Donc là, on va aller rechercher un petit peu les meilleurs éléments, 3,5, 3, même certains trucs de deuxième édition vont revenir. Ici, je parle pas du taco, Dieu merci. Non, faut pas. To Hit Armor Class 0. Et voilà. Ça rappelle pas. En août va sortir le livre du joueur. En septembre, le Monster Manual. Oui, le bestiaire. Le bestiaire. Et en novembre, pardonnez-moi, le guide du maître. Là, vous vous dites, ouais, mais là, ça veut dire que je peux pas faire de game avant novembre. Non, parce qu'ils ont confirmé que vous avez pas besoin des livres jusqu'à un certain point vous avez pas besoin d'avoir le manuel de joueur pour vous faire des personnages. Vous avez pas besoin du Monster Manual pour vous faire des aventures, ni du guide du maître de donjon pour faire des aventures. Il y a assez d'informations avec soit le starter set ou soit les autres éléments pour être capable de commencer de façon générale. Rendu là, ça va aller que chacun des livres va, si vous voulez, une 16 sous-classes directement avec des races exotiques. Vous allez avoir besoin des livres spécifiques. Mais pour le jeu de base, ils vont simplifier ça. Et une bonne chose. Pourquoi? Parce que oui, le kit de départ est seulement 20$. Mais les livres commencent à 50$ chacun. Okay, ouais. Ben, ça a toujours été de même. Je veux dire, même à l'époque de la deuxième édition, les livres étaient à 40$ chacun. Oui. Puis là, ici, on parle de 1991. Mais c'était des gros livres cartonnés. Il y avait vraiment beaucoup d'informations dedans, par contre, faut le dire, là. C'était pas, tu sais, tu pouvais vraiment avoir beaucoup d'heures de jeu sur juste... Ouais. Tu t'achètes une bonne extension, ça te crée une nouvelle campagne. Les joueurs pouvaient comme reconstruire leur personnage avec l'information supplémentaire. Quelqu'un de bien équipé, ça donnait vraiment quelque chose de... Puis moi, j'espère juste qu'ils vont faire la seule chose qui compte. C'est-à-dire? S'il vous plaît, sortez-nous une version digitale. Ah, ben, à limite, une version de base, mettons un aide, un compagnon pour le Dungeon Master, pour lancer les dés et tout ça sur iPad. Non, c'est pas ça. Je veux une édition des livres en PDF avec une option de recherche de texte. Ah, ben oui. Tu sais, t'as besoin d'une règle spécifique au lieu de chercher dans un aide-mémoire puis aller dans le glossaire à la fin des livres. Non. Tous tes livres sont recherchables interne. Une application, tu peux acheter chacun des livres, mettons, en version... L'application Donjons et Dragons de base qui donne, mettons, la feuille de personnage puis des petits détails de base. Après ça, tu achètes chacun des livres, mettons, version digitale à 40 au lieu de 50 chacun. Puis ils sont tous téléchargés à l'intérieur. Tu as toutes tes références sur ton iPad ou sur ta tablette. Tu arrives à une place... j'ai joué à Donjon il y a une couple... la dernière fois que j'ai joué peut-être un an et demi. Transporter ces livres-là, c'était horrible, là. Oh oui, c'est sûr. Simon, c'est vrai. Une idée très innovatrice. Tu devrais faire un Kickstarter. Je suis sûr qu'ils ont pensé. C'est pareil, c'est pareil que les comic books qui voulaient pas venir en version digitale. Ça a tout pris pour que Marvel puis DC décident peut-être qu'on pourrait amener du numérique. Bon, bande de mous. Je pense qu'on est dû pour aller à une pause. J'avais un autre truc de Donjon Dragon, mais je pense que ça pourrait aller après la pause. Ça peut aller après la pause? Ça pourrait aller après la pause. Ça va aller après la pause. Donc, une autre nouvelle des Donjons Dragons après la pause. Et peut-être même un autre Ça sera le Donjon Sombre. Le Donjon Sombre? Ouais, je vais vous parler de Dark Dungeon. Ici Charles Tisser. Vous écoutez CKRL 89,1, la radio des découvertes. Le Geek contre-attaque! Et
nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure de l'émission Les Geeks contre-attaque. On remercie Charles Tisser. Encore une fois, j'adore ça. Il n'y a pas de problème. Ben, c'est parfait. Donc, on avait un autre nouvelle de Donjons et Dragons. Oui! OK. C'est extrêmement simple. Vous savez que Donjons et Dragons a eu une mauvaise réputation, surtout au début des années 90, à propos de ses liens occultes et sataniques. Yeah, right. Bon, à une certaine époque, un groupe religieux d'une église américaine avait fait faire une bande dessinée puis un pamphlet pour expliquer aux jeunes et aux parents le danger du Donjon et Dragon. Et il avait appelé cette petite histoire de plusieurs pages Dark Dungeon. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui rejoint un groupe de jeux Donjons et Dragons où elle se fait genre une elfe mage, quelque chose du genre. Et puis, elle se rend compte que c'est comme une secte, elle peut plus s'en aller de ça. Ils demandent des choses horribles d'elle, incluant des sacrifices humains, puis du vol, puis de la drogue, et puis est pognée là-dedans. Puis là, éventuellement, elle essaye d'arrêter, mais elle se rend compte que la vie de son personnage est plus importante que la sienne, et etc., etc., etc. Ah, je sais, je me suis fait achaler avec ça étant jeune par des personnes pro-religieuses aussi quand je jouais à Donjon, donc ça a été... C'est les mêmes qui sont contre Harry Potter. C'est regarde. Eh bien, des gens ont trouvé l'idée, le manuscrit est ressorti plusieurs fois, puis la bande dessinée avait été numérisée, puis on peut le retrouver facilement sur Internet, et des gens sont en train de produire un fan-film de ça. Ils vont créer cette histoire-là en film. Ah, mais ça risque d'être drôle. Ça va être drôle parce que je pense pas que ce soit fait par les groupes originaux avec l'intention originale. Vraiment pas. Ils veulent juste prendre le matériel qui est complètement risible et surdramatique et tenter de créer un film qui va s'appeler Dark Dungeon, de donjon sombre, à partir d'une histoire que jouer à Donjons et Dragons fait de toi fait des pactes avec le diable et ces petites choses-là. Fait que ça va être très, 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 très intéressant. Oui, ben moi je vais la regarder juste par ironie, bien entendu, mais wow. Mais tu sais que si tu fais ça par ironie, tu deviens un hipster. Ah, ok, ben je ferai pas ça par ironie d'abord. Bon, on parle de fanfiction, on parle de films faits par des fans. Ah, ok, je suis sur le cas. Ok. Chronique Cinéma! Chronique Cinéma avec Éric Lajoie, c'est moi ça? Oui. Éric, quel film t'as été voir il va falloir que j'aille le voir? Avant que tu commences ta chronique cinéma, je veux juste faire 2 petits points rapides cinéma. Oui. Puis tu pourras parler de la chose innommable que tu veux parler. Parfait. Premièrement, ceux qui n'ont pas vu, on a le nom officiel du film de Batman v Superman, L'Aube de la Justice. Ouais, Dawn of Justice. Ça va être horrible. Et savez-vous que vous pourriez être dans l'épisode 7? De Star Wars. Oui, j'ai entendu parler de Oui. ça. L'équipe de Star Wars ont créé c'est un groupe d'aide communautaire qui s'appelle Force for Change, la force pour changer le monde. Et puis ils font une campagne de financement où ce que tu fais des dons, et puis dépendamment du don que tu donnes, ça te donne des billets pour un tirage pour un petit rôle dans le film épisode 7. Donc si tu donnes, j'ai pas regardé les chiffres, je les ai pas avec moi, mais si tu donnes mettons $10, ça te donne un billet. Si tu donnes $200, ça te donne 20 billets, quelque chose du genre. Etc. Donc, ok. Donc, ceux qui sont intéressés, googlez Force for Change et vous pourrez voir les détails. Et c'est même, vous irez voir la vidéo parce que c'est Abrams qui parle de ça et il nous montre il est sur un set d'épisode 7 qui tourne présentement et il y a une créature qui passe en arrière-plan. Et devinez quoi? C'est des marionnettes automatisés ou des gens dans des costumes avec des pièces mobiles. C'est donc, un genre de... pas de CGI. Non, c'est un genre d'homme autruche et lama qui traîne sur son dos des cages, dans lesquelles des cages sort plein de petites têtes de lui plus petits, fait qu'il transporte comme ses enfants sur son dos dans des cages. La marionnette est complètement débile. Ok, on va jeter un œil là-dessus. Je vais mettre la vidéo sur la page parce que c'est trop magnifique. Parfait. Des marionnettes! C'est beau, Eric, tu peux faire ce que tu veux. Parfait. Donc, hier est sorti un gros film. Ouais. Que je vais dire le titre, d'ailleurs, qu'on a eu ici dans les salles. X-Men, jour d'un avenir passé. Quel titre ridicule en français, mais c'est littéral, donc Days of Future Past. Et c'est pas de ça que je vais parler. Oh! Non, parce que moi, brisé mon cœur. Parce que moi, je t'entends sur tout le monde, puis j'avais pas tant d'attente que ça avec X-Men parce qu'il ramenait la vieille trilogie. Puis j'avais tellement aimé First Class, je trouvais que c'était un bon reboot et d'essayer de justifier le retour de la vieille trilogie. Bryan Singer qui a le chic de scraper en beauté, je dois le dire, des franchises qui auraient pu aller mieux.
Je sais pas, j'ai un intérêt mitigé envers X-Men Days of Future Past, mais j'imagine qu'un de nous va le voir dans les prochains jours et nous en parler la semaine prochaine. Sinon, on n'en parlera pas. Ben, moi, je vais aller le voir. Ben, Je vais parfait. aller le voir, puis je vais vous en parler. Excellent. Ben, merci, Mikey. Ben, y a pas de problème. Je me sacrifie pour la cause. Un Oui. pauvre petit. J'aime ce commitment, pour prendre un anglicisme, mais c'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler de ce qui est sorti la semaine dernière, qui a brisé quelques records du box-office, et j'ai parlé... Par le poids. Par le poids, surtout. Je parle bien sûr de Godzilla 2014. Donc... Faut-tu vraiment faire référence au Godzilla par l'année? Parce qu'il y a 3 films qui s'appellent Godzilla. 4, en fait. Il y a 4 films qui s'appellent Godzilla, et donc faut dire l'année. C'est-à-dire le Godzilla original, Gojira, qui est sorti en 1954, je crois, on a fait comme ça. Ensuite, à Godzilla 85, avec l'acteur qui jouait Perry Mason dedans, pour une raison bizarre, et qu'il avait rebooté la franchise, mais en se disant que Godzilla était un bad guy, et qu'il y avait juste le premier qui était canon, et que le reste, c'était pas... Ensuite, il y a eu Godzilla 98, Qui se dit seulement sur le bout des lèvres. J'allais enchaîner, parce qu'il n'y a rien à dire là-dessus. C'est ça. Et Godzilla 2014, donc, de Gareth Edwards. Je vous fais un bref synopsis. Walter White est tanné de vendre du méthamphétamine, donc... Non, c'est ça. Je vais parler du casting un peu plus tard, mais oui, c'est ça. C'est que dans les années 90, je pense que c'est 99 pour être plus précis, il y a une usine nucléaire qui succombe à des secousses sismiques. Fukushima. Ouais, c'est ça. Au Japon. Et une des personnes qui travaille sur la base perd sa femme dans l'accident. Et lui trouve que les secousses sismiques avaient un pattern trop régulier pour être seulement un tremblement de terre et pense que c'est d'origine vivante. Et là, se met à élaborer des conspirations incroyables. Et 30 ans plus tard, son fils, qui était à la maison quand c'est arrivé, a vieilli, est devenu militaire et a à aller chercher son père au Japon parce qu'il essaie de rentrer dans la zone de quarantaine de l'époque, qui est encore en quarantaine 30 ans plus tard, parce qu'il essaie toujours de trouver des preuves, trouver ses vieux fichiers pour prouver que c'était une créature et pas bon. Et finalement, on se rend compte que oui, c'était une créature que eux autres maintenaient. Et ils voulaient pas la tuer parce que c'est une créature qui se nourrit de radioactivité, qui appelle MUTO. MUTO, c'est un acronyme pour Massive Unidentified Terrestrial Object. Donc, au lieu de UFO, pour flying, dans le fond, pour un objet volant, non identifié, dans le fond, c'est un objet terrestre non identifié, mais massif. Donc, de là, MUTO. Ouais. Et il gardait le MUTO en vie parce que le MUTO bouffe des radiations. Il avait peur qu'en le tuant, ça allait libérer les radiations qu'il avait ingérées et devenir pire qu'une arme nucléaire. Donc, il le gardait en vie, puis il essayait de le maintenir. Il s'échappe. Et ça se passe dans à peu près les premières 5-10 minutes du film. Hey boy. Et c'est le setup. Et le cri que la créature lâche en s'en allant, eux, ils suspectent qu'elle appelle une autre créature de sa race, mais Godzilla entend le cri et répond. OK. Et là, Godzilla se réveille et part. Bon, ça, c'est le synopsis de base. Il va y avoir Godzilla. Il va y avoir, bien sûr, les armées du monde, pour ne pas dire les armées américaines, bien sûr. Et il y a d'autres armées? Et oui, et il se bat contre des créatures appelées moutons. Oui, c'est ça. C'est pas des moutons? Non, c'est pas des moutons, c'est des mutos. Et dans le casting, des très bons choix d'acteurs pour le film. Mis à part peut-être le personnage principal qui se trouve à être le jeune fils du scientifique, là, qui est joué par... j'arrête de me souvenir de son nom. C'est bête. C'est l'acteur qui jouait le rôle principal dans Kick-Ass. Okay. Et j'ai son nom sur le bout des lèvres, là, je m'en rappelle pas. Mais peu importe. Et dans ce film-là, il est un peu générique. En fait, c'est genre Sergent Call of Duty. Là. C'est comme le gars le personnage typique de jeu de shooter, là, qui a pas tant, il a pas assez d'émotions, t'inquiète, puis il essaie de protéger toujours les jeunes et les femmes et les citoyens de cette belle planète. Mais, par contre, ça fait en sorte qu'on a une perspective des militaires pendant le déroulement de l'histoire. Bryan Cranston de Breaking Bad, bien sûr, et de Malcolm in the Middle, faut pas l'oublier. Ben non. Faut surtout pas oublier ça. Donc, Bryan Cranston qui joue le scientifique dont j'ai parlé au début. Ensuite, il y a quand même quelques bons acteurs au travers du film. Il y a une des jumelles Olsen qui est là, ou pas jumelle, une de leurs sœurs, qui se trouve faire la femme de Sergent Call of Duty. Donc, un beau petit coup. Ouais, ben c'est ça. Puis ça, c'est peut-être le bout que j'ai une critique à faire par le film. Parce que bon, ça prend 1 heure à peu près avant que le film parte.
Pour être honnête. C'est beaucoup d'introductions, beaucoup de speech, beaucoup de spéculations, beaucoup de humains qui parlent un autre humain dont on se fout un peu parce qu'on veut voir les créatures. On veut voir Godzilla, that's it. C'est ça. On le voit, mais partiellement, puis on le voit de façon... on le voit de façon très courte. On devrait le voir plus. C'est ça, on devrait le voir plus. Mais... Oh, j'aime ça quand il y a un mais. Les 30 dernières minutes du film, j'allais dire secondes, mais non. Ça aurait été triste. Les 30 dernières minutes du film, non, parce que les 30 dernières secondes, ce serait plus X-Men Day of Future Past, mais on va dire les 30 dernières minutes du film valent le reste du film. Oui, c'est long avant de se rendre, mais avalez la pilule, prenez votre mal en patience, parce que la fin de Godzilla et la façon qu'il se bat contre les créatures, la façon qu'il réussit à vaincre les créatures... Moi, j'ai été le voir au IMAX, en plus. Ça vaut 2 fois le prix du billet de le voir. Parce que chaque kill qu'il fait vaut le prix du billet à eux seuls. Il y en a 2 kills, donc ça vaut le double. À ce point-là. Je me promenais dans ma chaise tellement que je tressautais et que j'étais en complète pamoison devant le spectacle qui m'était offert. Tu tressautais, mais sans être dans une D-Box, là. Non, regarde, c'était... Écoute, Godzilla se choque à un moment donné. Et en passant, c'est le vrai Godzilla. Donc, il y a la shape de Godzilla, avec un look beaucoup plus amélioré, bien sûr. T'as l'impression ça pourrait être un costume dans lequel quelqu'un est, mais ça fait du sens de façon biologique qu'il y ait cette forme-là. Il y a du sens, oui. Ils ont gardé son Atomic Blast. Dieu merci. Et il s'en sert à 2 moments dans le film, dont un moment que si... vous avez pas un frisson qui vous prend le corps et vous avez pas envie de pisser soudainement, vous êtes mort en dedans. OK? C'est vraiment, 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 vraiment cool. Parce que, oui, c'est pas Pacific Rim en densité de combat, mais en intensité pendant les combats, ça surpasse Pacific Rim. OK. Je suis content de le Pendant savoir. le peu de combat, ça atteint ce niveau-là et plus. C'est Godzilla qu'on a toujours voulu Mais voir. c'est dommage de voir se taper 1 heure d'humains qui se parlent. Sans compter Parce que moi, je m'en fous des humains. Maudits humains de marde, là. C'est ça. Sans compter qu'il y a un arc d'histoire impliquant le sergent soldat générique avec sa femme et son fils, qui est un fils générique et sa femme générique, qui est incidemment une infirmière, donc elle a à s'occuper des malades pendant que les buildings s'écrasent parce que, tu sais... Puis étais-tu présent lors du 11 septembre? Puis Non. Sauf que Est-ce que Godzilla finit accroché par un drapeau américain puis il fait un Atomic Blast sur les Russes? Non, Okay. sauf que cette petite famille-là est séparée par les circonstances et se retrouve à la fin. Et toutes les scènes dans lesquelles 2 de ces 3 personnages-là sont impliqués est inutile au film. Parce qu'à la fin, ça compte pas. Non. Pas si vous comprenez, là. Oui, mais c'est par rapport... Godzilla la valeur de Godzilla et des événements est plus grosse que ces 3 idiots-là. Ça, et les autres personnages humains ont un rapport avec la façon de traiter Godzilla ou l'approche de l'armée versus Godzilla. Donc, toutes ces scènes-là sont inutiles, sont juste là pour plaire aux filles, j'imagine, ou à moins que cette personnes famille-là qui ont besoin soit mise dans un genre de sous-marin, puis utilisée comme suppositoire, puis mis dans Godzilla pour aller arrêter son cœur avec des genres de taser. On s'en fout de ça. Non, on s'en fout. Et en plus, c'est surjoué, c'est un peu ridicule. Puis, mais les moutons sont awesome, les adversaires c'est pas des adversaires classiques de Godzilla, c'est des nouvelles créatures. Mais la façon qu'ils se nourrissent... Mais non, pas encore. Mais la façon qu'ils se nourrissent de radiation, c'est pas un effet spécial qui l'aspire puis qu'on voit un genre d'effet spécial de nuages radioactifs. Non. Ils bouffent des ogives. Ils creusent pour les trouver, ils les ramassent avec le gueule puis ils les bouffent. C'est awesome. Je respecte ça. Mais honnêtement, non, regarde, la façon que les créatures sont traitées, c'est awesome. Godzilla a 5 piétinements sur 5, selon moi. OK. Même avec l'histoire de base, reste que j'ai eu ce que j'ai payé pour. Et on se le cachera pas, les vieux films de Godzilla, c'était des Chinois, c'était des Japonais qui pendant 50 minutes étaient déguisés en couleur fluo, puis se parlaient, jusqu'à ce que Godzilla se batte pendant 20 minutes. Ouais, parce qu'il ne pouvait pas construire 4 maquettes de ville. Exactement. Donc, c'est la même chose que les vieux films. Oui, l'histoire est comme... mais oui, Godzilla kick des culs. Bon, tu vas voir ce film-là pour Godzilla. Exactement, et il livre la marchandise. Godzilla is a mean
bad machine. Et là, j'allais prendre des termes qui étaient peut-être un peu grossiers pour les décrire, mais Ben, he's a bad motherfucker. parlant de trucs qui déménagent, je crois Oui. que la pièce qu'on Oui. va entendre Oui, on bientôt pause déménage musicale. aussi. Oui, tout à fait. Alors, La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine 2 provient de l'album qui s'appelle Metroid Metal par le musicien Stemage, qu'elle s'appelle Steamage, peu importe. On a déjà joué quelques-unes de ses pièces dans l'histoire des Geeks Contre-Attaque, mais pas celle-là, qui se trouve à être The Theme. Donc, le thème, le main title, l'hymne qui débute le jeu quand Metroid, quand vous avez soufflé assez longtemps dans la cassette pour la faire fonctionner. Qu'est-ce qui commence quand vous pesez sur Power et que le reset se met pas à flasher? C'est le thème suivant de Metroid Metal par Stemage. C'est parti. C'était Stemage de l'album Metroid Metal, un classique parmi les albums de remix de jeux vidéo. La pièce The Theme de Metroid. Et si ça vous a pas rappelé des souvenirs, parce que vous avez pas joué. Exactement pour ça m'a pas rappelé de souvenirs. très bonne déduction. Hein, ouais, ben oui. Donc, oui, on finit cette émission-là avec quoi? Avec une chronique en vrac de Simon Boucher? Ben, c'est pas vraiment une chronique, c'est qu'on va prendre ce qui reste dans mon sac à malice, puis on va les mettre sur la table, puis Ok, on va choisir. le vide, puis on Oui. trouve ce qu'il y a. Voilà, ils sont partout. Donc, on va commencer avec de la tristesse. Oui, on va commencer avec de la tristesse, après ça, on Voyons va donc. aller vers le plaisir. OK. On a parlé un petit peu de Star Wars tantôt. Quand Disney a acheté Star Wars, ils ont donné toutes les licences de jeux à Electronic Arts. Ben, il y a déjà un jeu de cancellé. Déjà? Déjà, ça n'a pas été long. Hein? Non. Ouais, c'est un jeu qui s'appelait c'était un simulateur de space combat qui était uniquement basé, il était supposé être gratuit, puis c'est du combat de vaisseau un peu à combat en ligne. C'était pas des missions, mais c'était deux teams de vaisseaux qui s'entrebattaient avec du des TIE versus, Fighters, là. du versus de TIE Fighter, d'X-Wing, tout ce genre. Ok. Ben c'est déjà cancellé. Ah. Peut-être Ben- qu'ils vont nous le ramener dans une version payante avec une campagne à vraiment comme les vieux X-Wing du passé. Mais honnêtement, je ne mettrai pas d'argent là-dessus. De toute façon, il y a des meilleurs jeux qui s'en viennent. Ouais, tout à fait. Deuxièmement,
durant la période PS2, PS3, Xbox One, puis pas Xbox One, mais Xbox original et Xbox 360, il y a eu une grosse mode des périphériques en plastique pour jouer à des jeux. Tu sais, mettons, tu voulais jouer à un jeu de chant, mais t'achetais le micro en plastique. Tu voulais jouer à un jeu de guitare, t'achetais la guitare en plastique. Puis là, il y a des franchises qui continuent maintenant, comme pour la PlayStation, c'est la franchise SingStar, qui est purement du chant. Ouais. Et bon, c'est vraiment un karaoké de jeu de party. Puis là, ils disent, est-ce qu'on vend encore des jeux de plastique? Pourquoi est-ce qu'on vendrait encore des micros en plastique alors que tout le monde l'a déjà? La prochaine version de la série SingStar va avoir une application mobile qui te permet d'utiliser ton téléphone cellulaire qui a un excellent micro dedans, comme micro. Tout simplement. Pourquoi se casser la tête? Pourquoi se casser la tête? Ouais, ça, ou vendre un micro de qualité, non? Tant qu'à ça. Qui va vouloir payer 70$ pour un micro de qualité quand t'as déjà tout le monde un iPod ou un iPhone ou un Android ou un Windows Phone ou quelque chose d'autre, parce que je sais pas s'il y a vraiment d'autres alternatives. Mais ouais. Fair enough. Mais je sais que la Kinect avait pas déjà une reconnaissance vocale sur la console même. La Kinect en a une, puis mais là ici on parle d'une franchise PlayStation. Tu vas pouvoir utiliser la PlayStation Eye, la caméra qui vient avec la PS4 pour des trucs de groupe aussi. Elle vient avec quand t'achètes le PS4? Non. Non? Non, c'est ça. Ils ont fait comme Microsoft qui ont retiré la Kinect, les autres ils n'ont jamais mis leur caméra au travers. C'est ça. Elle fonctionne pour la reconnaissance vocale, mais c'est pas un senseur aussi performant que la Kinect. Ouais, parce que PlayStation 1, c'était sorti au PS3 pour il y avait un jeu de cartes qui allait avec ça. Avec la réalité augmentée, ouais. Ouais. Bon, mais ça sert mais là présentement la PS4 elle sert surtout mettons à faire du live stream de jeu, tu broadcast, en fond tu envoies sur internet le jeu que tu joues, ça te permet de montrer ta face puis de parler, de faire des commentaires sur la game que tu joues, ou que tu parles, des choses comme ça. C'est bien populaire avec Twitch, des choses de même. C'est ça, très facile de mettre des let's play sur YouTube. D'ailleurs, la semaine passée, on n'en a pas parlé, mais YouTube va acheter Twitch. Oh. C'est pas Twitch, c'est lequel? C'est zut. Bon, vous avez sûrement vu la nouvelle passer. Un des plus gros, je pense que c'est ça, c'est Twitch. Un des plus gros sites de live stream va être acheté par YouTube. Donc, préparez à voir plus de pubs. Oui, mais Hey, d'ailleurs, même en plus, parlant de pub, oui. Google a dit qu'il est en train de chercher des manières de pouvoir mettre de la publicité sur des appareils électroniques intelligents tels que des frigos ou des thermostats ou des lampes ou des choses comme ça. Ben oui. C'est juste des projets, fait que prenez ça avec un grain de sel. Est-ce qu'on parle de Kickstarter un petit peu? Ben, parlons de Kickstarter un peu. J'ai trouvé le Kickstarter le plus méta. C'est-à-dire? C'est un Kickstarter où est-ce que tu finances un t-shirt des résultats de ce Kickstarter-là. Quoi? Dans le fond, vous savez, sur Kickstarter, dans le haut de l'écran, il y a toujours 3 informations. L'argent ramassé, le but et le temps restant. Et lorsque tu donnes de l'argent à ce Kickstarter-là, tu vas avoir un t-shirt avec les résultats du Kickstarter dessus. Fait que, mettons, ça va être 25 000 $ sur 15 000 $, 0 jours restant. Si tu fais faire un... Ouais? Pour ce t-shirt-là. C'est ça. Tu te fais faire c'est les résultats de ce Kickstarter-là sous forme de t-shirt. Ça ou... c'est méta. C'est méta ou c'est... Comment faire de l'argent gratuitement? Parce que ils vont ramasser plus d'argent que ça coûte pour faire des t-shirts. Oh oui, mais c'est méta. Oui. C'est trop inutile pour moi. Je suis pas capable d'endosser ça. Ben, ça fait partie... C'est la catégorie, moi je suis dans la gang, moi aussi. Oui. Tu sais, c'est plus ça, là. Ouais. C'est bandwagon pendant le temps que ça va passer. Puis je veux dire, tu t'achètes un gilet, ils font de l'argent sur ton gilet, là. Ah oui. C'est n'importe quoi, là. Bon, c'est sûr qu'ils vont faire du profit là-dessus. C'est un but commercial. Ben là, c'est sûr. Bon. Moi, je l'aime beaucoup, honnêtement. Oh, non, c'est méta. J'apprécie le geste. Maître Maheu serait très content d'apprendre ça. Je sais que sur Kickstarter, il y a quelqu'un qui starte un Kickstarter pour un programme, un logiciel, qui sert à fonder des projets. Un nouveau site de crowdfunding qui va se débuter sur Kickstarter, ça serait hilarant. Ça serait méta. Ouais, hein, ça serait trop. Ça. Parlant de Kickstarter, j'ai trouvé un article, c'est des exemples de Kickstarter qui n'ont absolument aucun sens et sont complètement impossibles. Okay. Et qui ont aussi souvent échoué lamentablement. Ben là, c'est sûr. Ouais. Il y en a un, ça s'appelle le Orbit. C'est un genre de petits drones. Pensez les petits drones avec des hélices là qui sont bien populaires, qui sont mal fun, mais sur lequel, sur les 4 facettes, il y a un écran de téléphone intelligent et le drone flotte à côté de toi à quelques pouces pour t'envoyer les informations que tu as besoin sur ces multiples écrans puis qui tournent pour te montrer le bon écran puis tout ça. Yeah. Mais c'est parce que ça va faire un bruit d'enfer. Ben oui. 2, ça va avoir 4 secondes d'autonomie. Parce que faut qu'en plus de faire fonctionner le drone qui prend la majorité de l'électricité, fasse en plus fonctionner des écrans de téléphone intelligent qui va prendre du jus. Tu
va prendre des batteries gigantesques. Il arrêtera pas de bêcher à terre, ça va être n'importe quoi. Exactement. Puis il s'est repris 2 fois. Parce que le premier fois, là, c'était pas des hélices, c'était des genres de turbines dans des boules. Voyons donc. La technologie pour les faire voler existait Il y a pas un gars aussi qui voulait faire en sorte que l'Oculus Rift il fonctionne sur des poulets? Oui, Ouais, qui veut faire des genres d'Oculus à poulet. Quoi? Oui. Ouais, il veut t'as des lunettes Oculus Rift là, 3D là, mais pour que des poules puissent profiter de la réalité virtuelle 3D là. Ah, c'est sûr, avec le gros cerveau qu'ils ont, puis toute l'importance qu'ils revêtent dans leur intellectualité, ces poulets-là ont besoin de se faire stimuler intellectuellement. J'en ai ma claque. Je pense qu'on va laisser la place à Brice, hein, et feu de flamme. Oui, moi je vais aller mettre des Oculus Rift sur mes furets. Ouais, Oh, parfait. Donc, oui, donc tout feu de flamme qui s'en vient, c'est maintenant la fin de l'émission. Hey, merci beaucoup d'avoir été là pour toute l'heure, ou pour une partie, peu importe. Vous êtes encore là, c'est cool. Donc, merci Simon. Merci Eric. Pour avoir vidé tout ton sac sur notre table. Ça fait plaisir, je peux le faire à toutes les semaines. Merci Mikey pour les cues magistrales. La semaine prochaine, c'est la dernière émission de la saison d'été-hiver. Ah oui, c'est vrai. On va parler un peu plus de ce qui va se passer en temps C'est ça. C'est ça. Et de notre nouvel horaire d'été. Donc, merci à vous tous. On se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks.